Alors ici, nous sommes sur l'île aux Basques. Alors l'île aux Basques, il faut dire, c'est une île qui fait 4-5 km de longueur, qui se trouve dans l'estuaire du Saint-Laurent. Le mot estuaire est important à le dire. Et nous sommes à 5 km des côtes de Trois-Pistoles. Donc c'est le continent qui est en face de nous. Et une chose qui est importante à connaître, c'est que actuellement, nous sommes l'environnement que nous avons ici, c'est l'environnement marin. C'est-à-dire que les gens disent qu'on habite près du fleuve, mais ici, c'est pas du tout un fleuve, c'est de l'eau salée. Le Saint-Laurent se divise en 3 zones très importantes. Nous avons bien sûr le fleuve Saint-Laurent, qui est de l'eau douce, et cette eau douce est uniquement entre Québec et les Grands Lacs. Mais à partir de Québec, les eaux vont devenir petit à petit salées, et plus on va vers l'est, plus les eaux vont être salées. Ici, on est dans la partie estuaire maritime du Saint-Laurent avec une mer. C'est une mer, c'est d'eau salée, donc c'est un environnement marin avec des animaux marins. Et après, nous avons le golfe, la troisième partie du Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, qui est une ouverture sur l'océan Atlantique. Et ceci est important parce qu'actuellement, nous sommes en plein milieu de la mer. Et c'est grâce à cette mer-là que nous avons eu la visite des Vikings au Labrador. C'est grâce à cette mer-là que nous avons eu la visite des Basques. Et cela certainement dès le XIVe siècle. Enfin, c'est ce que nous avons en plus ancien, peut-être qu'ils étaient là avant. Donc, ils étaient vers 1320, un truc comme ça. Ils étaient là pour chasser la baleine. Mais il est fort probable que les Bretons, les pêcheurs bretons, les pêcheurs normands, pêchaient la morue bien avant aussi. Et il est probable que les Basques sont venus ici aussi pour pêcher. On parle de pêcher la baleine. Hein. À cette époque-là, on parle de pêche à baleine. Et ici, là, je me tiens dans un four à foyer basque, et il faut savoir que l'île aux Basques possède un site historique, un des sites historiques les plus anciens en Amérique du Nord, de construction européenne. Et ce que vous voyez là, c'est ce four à foyer, c'était pour faire fondre de la graisse de baleine. Parce que ici, les Basques passaient à peu près une partie du printemps, une grosse partie de l'été jusqu'à un peu tard en automne pour chasser la baleine. Déjà, vers le mois de juin, juillet, ils chassaient les baleines franches arctiques du côté du Labrador, et ensuite vers août, septembre, octobre, ils venaient ici pour chasser la baleine franche ou la baleine noire. Ici au Québec, on dit la baleine noire, mais en langue française, on va dire la baleine franche, la Franca balena. Pourquoi franche? Parce que c'est une baleine qui était d'abord, c'est une baleine qui fait 15 mètres, qui pèse à peu près une centaine de tonnes, qui est très lente. Et donc, c'est une baleine qui était facile à approcher, parce qu'il faut vous dire qu'à cette époque-là, on chassait la baleine avec des barques, ce qu'on appelle une baleinière. C'était ramé, on y allait à la rame. Et à l'avant de cette baleinière, il y avait un chasseur, un harponneur, qui approchait, on approchait la baleine et il lançait des harpons, il essayait de blesser mortellement la baleine. Il tuait pas la baleine, fin de compte, il la blessait mortellement, et une fois que la baleine était en train de mourir, ça prenait quelques heures ou quelques minutes ou quelques heures, ça dépend comment il fallait harponner et atteindre les poumons, et l'animal mourait, et lorsque la baleine franche mourait, elle flottait. Et donc, c'était facile à ramener cette baleine-là et de la porter sur la plage qui était juste à côté. On l'échouait ici et on la dépeçait, on la pelait et on faisait fondre ici. Il y avait une grosse marmite, un gros foyer ici, une marmite, et on faisait fondre la graisse de baleine. Alors, il faut dire que les baleines franches étaient intéressantes parce qu'une baleine franche pouvait apporter des centaines de tonneaux de graisse qu'il fallait rapporter en France, enfin au Pays Basque, excuse-moi, parce que là, à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de France. Et c'était des voyages qui duraient quand même longtemps, parce que pour atteindre les côtes canadiennes, à cette époque-là, ils mettaient entre 35 et 45 jours pour atteindre ici, et les gens partaient 6 mois. 6 mois, ils quittaient leur foyer pendant 6 mois pour chasser la baleine. Et donc, c'était des équipages d'environ 200 à 300 personnes. Et pour travailler la graisse à la baleine, c'était 24 heures sur 24 quand même. Hein, parce qu'il fallait que le foyer soit assez chaud, soit brûlant pour faire fondre la graisse de baleine. On se partageait, c'était 3 équipes ou 3 ou 4 équipes de baleiniers, des équipes de 4 à 5 personnes qui alimentaient jour et nuit ce foyer pour faire fondre la baleine. Parce qu'une baleine pouvait donner à peu près plusieurs centaines de kilos de graisse de baleine pour cette graisse qui était indispensable en Europe
pour illuminer les rues des villes, les grandes villes comme Paris, tout ça. Il n'y avait pas de pétrole à l'époque, c'était l'huile de baleine qui illuminait les lanternes. Alors les cétacés, on connaît à peu près 80 espèces. On a identifié 80 espèces de cétacés. On en découvre une ou deux tous les 3 ou 4 ans, hein, quand même, maintenant, grâce à la génétique. Et donc, chez ces cétacés, ce sont les baleines, les dauphins, les orques, les narvals, le marsouin aussi. Chez les cétacés, on a 2 sortes de cétacés. Nous avons les cétacés à dents et les cétacés à fanons. Alors, cétacés à dents possèdent des dents. Voilà. Là, nous avons un crâne de marsouin commun, qui est un cétacé à dents, qui possède des dents. Et nous avons les cétacés à fanons, qui, eux, au lieu d'avoir des dents, ils ont des fanons. Et ça, c'est un fanon de rorqual commun. Ce sont des fanons de rorqual commun. J'expliquerai un petit peu ce qu'est un fanon. Là, nous avons un crâne d'un petit rorqual. Enfin, c'est plutôt un fœtus de petit rorqual qui ressemble à rien au crâne d'un dauphin que j'ai ici. Voilà, ça c'est un crâne de dauphin, donc ça n'a aucun rapport avec une baleine au niveau anatomique. Et donc, chez les cétacés à dents et chez les cétacés à fanons, nous avons chez les cétacés à dents le cachalot, qui est le plus grand des cétacés à dents, qui peut mesurer jusqu'à 15 mètres, je reviendrai là-dessus. Et nous avons aussi le dauphin, l'orque, le marsouin, le beluga que vous connaissez ici, puisque le beluga est le cétacé le plus commun dans le Saint-Laurent, c'est un cétacé à dents. Et chez les cétacés à fanons, nous avons les baleines franches que les Basques chassaient et les rorquals. Comme celui-là, c'est un rorqual, c'est un petit rorqual. Alors justement, on ne pouvait pas chasser les rorquals à cette époque-là parce que ce sont des animaux qui sont extrêmement rapides. Hein, ça peut nager jusqu'à 20-30 km/h quand même. Ce sont des animaux qui sont effilés, donc impossible à approcher à la rame. Et puis en plus, il y a ce qui se passait que si on avait la chance d'en harponner un ou deux, l'animal coule. Il n'y a pas assez de graisse, donc c'est les animaux qui coulent. Donc il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour inventer le fameux canon harpon de Sven Voigt, un Norvégien. Et on a commencé grâce à ces canons harpons, à ces bateaux rapides, on a commencé à chasser les rorquals d'une part le long des côtes norvégiennes, et à partir de 1901, on a chassé les rorquals en Antarctique. Alors, à propos des chasses, ce qu'on appelle la chasse industrielle, il faut savoir qu'il y avait des stations baleinières vers le XXe siècle, du côté du Labrador, Terre-Neuve, et on a eu une station baleinière dans le Saint-Laurent, justement du côté de cette île. Et cette station a fonctionné pendant quelques dizaines d'années, et jusqu'en 1930, 1940, je crois, et ils ont chassé du rorqual bleu, du rorqual commun. Voilà en ce qui concerne la chasse à la baleine. À propos des espèces de cétacés, donc j'ai parlé de la baleine franche ou baleine noire. Baleine franche, pourquoi? C'est parce que c'était la vraie baleine qu'il fallait chasser à cette époque-là. Donc actuellement, la baleine franche a disparu. Disons que c'est une espèce qui est en voie de disparition. Il y avait plusieurs milliers de baleines franches qui circulaient entre la Floride et puis les eaux du Saint-Laurent. Alors, c'est des migrations, hein. Les baleines font une migration chaque année, c'est-à-dire qu'elles passent l'été dans les eaux froides, comme c'est le cas actuellement, pour se nourrir. Et en hiver, elles allaient dans les eaux chaudes pour se reproduire. Lorsqu'elles se reproduisent, elles ne se nourrissent pas, et lorsqu'elles se nourrissent, elles ne se reproduisent pas. Ok? Il faut dire pourquoi? Parce que ici, en été, il y a beaucoup d'activités alimentaires, hein. Il y a un flux massif de phytoplancton, c'est des algues microscopiques qui attirent le zooplancton, qui sont des petits animaux microscopiques, qui nourrissent les poissons, et les poissons nourrissent les baleines. Voilà, en gros, c'est ça. Et là, nous sommes dans une région qui est presque un piège à poissons, presque ici au large, là. Et ce piège à poissons attire les baleines. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'espèces de baleines. On a à peu près une douzaine d'espèces de cétacés qui vivent dans le Saint-Laurent. Mais sauf que la baleine franche a tellement été exploitée qu'elle est maintenant en voie de disparition. Et on pense qu'il y a à peu près entre 400 et 450 baleines franches dans cette partie de l'Atlantique, alors qu'il y avait une population de plusieurs milliers d'individus. Il y a aussi autre chose, c'est que les Basques ont chassé les baleines franches du Groenland, qui, elles, vivent dans l'Arctique. Et il n'y en a plus ici, on n'en trouve plus des baleines franches arctiques. Sinon, à part ça, au niveau des espèces de baleines, on a parlé des baleines franches, mais aussi les rorquals. Alors, le rorqual, nous avons plusieurs espèces. Nous avons la plus petite, qui est le petit rorqual, qui est une baleine qui mesure à peu près 10 mètres de longueur, qui est très, très commune dans le Saint-Laurent. Très commune. C'est un animal qui pèse à peu près
une dizaine de tonnes, enfin entre 5 et une dizaine de tonnes. C'est un animal qui s'alimente surtout de poissons, c'est ce qu'on appelle la nichophage, c'est-à-dire une mangeuse de poissons. À part ça, le petit rorqual, nous avons le rorqual commun, qui est le second animal le plus grand du monde. C'est un animal d'environ 20 à 25 mètres de longueur ici. 25 mètres, c'est le maximum pour les rorquals communs dans le Saint-Laurent. Sinon, si on va en Antarctique, dans l'hémisphère sud, il faut savoir que les baleines sont plus grandes que dans l'hémisphère nord. Et là, nous avons des rorquals communs qui mesurent jusqu'à 28 mètres et qui font dans les 150 tonnes. En ce qui concerne ensuite la troisième espèce de baleine de rorqual, nous avons le rorqual à bosse. Ici, j'ai une maquette d'un rorqual à bosse. C'est une baleine qui fait à peu près 15 mètres de longueur et qui se différencie des autres espèces parce qu'elle a un corps qui est peu hydrodynamique, qui est un peu dodu, un peu comme la baleine franche, et qui possède de très longues pectorales qui peuvent atteindre 5 mètres de longueur. Alors justement, quand j'ai travaillé ici au début des années 80, on avait une ou deux rorquals à bosse qui se promenaient dans le Saint-Laurent, et actuellement on a à peu près une dizaine de rorquals à bosse dans ce secteur du Saint-Laurent, sinon on les voit plus du côté de cette île. Donc c'est une population qui a été sauvée dans les années 60-70 quand même, parce que c'est une baleine qui a été chassée au niveau industriel, et ça a été l'une des premières baleines à être protégée par la Commission baleinière internationale. Sinon l'autre, la quatrième espèce la plus intéressante, c'est ce que nous appelons le rorqual bleu. Alors le rorqual bleu, que nous appelons baleine bleue, quoique pour moi c'est pas une baleine, c'est un rorqual. Alors, le rorqual bleu, c'est une baleine qui peut atteindre jusqu'à 28 mètres de longueur ici dans le Saint-Laurent, mais dites-vous bien que dans l'Antarctique, elles atteignent 33 mètres. Et on en connaît 3 spécimens de 33 mètres qui ont été chassés par les Norvégiens à Grytviken, qui est une base baleinière sur l'île de Géorgie du Sud. Et ces baleines, on parle d'animaux qui peuvent faire entre 150 jusqu'à 200 tonnes. Normalement, 33 mètres, ça correspond à 200 tonnes de chair intéressante. Et donc les rorquals bleus sont assez difficiles à observer parce que d'abord, non pas, c'est déjà des grosses baleines, mais le problème c'est que ça reste 15-20 minutes sous l'eau et ça reste très peu de temps à la surface. C'est des animaux qui sont, malgré la taille, qui sont très discrètes, très discrètes. Et c'est assez farouche, ils ne se laissent pas approcher. Et des rorquals bleus, il y en a de temps en temps, surtout septembre, fin août, septembre, du côté de Tadoussac. Sinon, au mois de juin, on a des rorquals bleus du côté de Forillon, Gaspésie, vers le mois de juin, parce qu'il y a l'arrivée des caplans qui attirent les baleines, et donc on a les rorquals bleus qui approchent les côtes de Forillon. Alors ça, c'est du côté cétacé à fanon. Je vais parler de l'alimentation. Sinon, au côté cétacé à dents, alors on a des dauphins, on a déjà le marsouin commun. Le marsouin commun, c'est le plus petit des cétacés. C'est 1,50 m à peu près. Voici le crâne d'un marsouin commun. Alors, le marsouin commun, on les voit ici surtout vers fin août, septembre. Il y en a à longueur d'année, hein, enfin à longueur d'été. Tous les étés, on en a beaucoup. Sur l'île verte, on peut les voir du rivage, août-septembre. Et août-septembre, on a vraiment une grosse arrivée de marsouin commun dans l'estuaire du Saint-Laurent notamment. Par contre, ce sont des animaux qui sont très discrets. Ça ressemble à des dauphins, hein, et sauf que c'est des petits dauphins qui sont un peu plus dodus, très discrets. On entend à peine le souffle et c'est très rapide aussi. Et puis ce sont des animaux qui n'ont aucune interaction avec les bateaux. Donc le marsouin commun, très commun ici, d'où son nom très commun dans le Saint-Laurent, mais est assez rare parce que très difficile à observer. Puis nous avons des dauphins. Alors bon, les gens pensent que le dauphin est un cétacé tropical. Bon, il y a à peu près une 35 espèces de dauphins dans le monde, et puis une série de dauphins qu'on appelle les laguenorynques ou dauphins à flanc blanc, et qui sont ces dauphins qui sont spécialisés dans les eaux froides. Alors, on a des laguenorynques dans les eaux antarctiques, notamment le laguenorynque sablier, le laguenorynque austral, et puis ici, dans le Saint-Laurent, dans le nord, dans l'hémisphère nord, nous avons le laguenorynque à bec blanc et le laguenorynque de l'Atlantique. Alors là, nous avons affaire à des dauphins qui pèsent entre 200, 300, 400 kilos quand même. C'est des animaux assez robustes, 3 mètres de longueur, qui vivent en troupeau. Et bon, actuellement, dans ce secteur de l'estuaire du Saint-Laurent, on n'en a pas beaucoup, hein. De temps en temps, ça arrive. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu un échouage de laguenorynques du côté de Trois-Pistoles, un spécimen en très bon état. Mais sinon, pour voir des laguenorynques, de ces dauphins, il faut aller plus du côté de l'île verte, dans le golfe du Saint-Laurent, l'île verte, l'île d'Anticosti. Et au mois de septembre, il y en a du côté de la baie de Gaspé, Forillon et l'île Bonaventure. Donc, nous avons ces dauphins. Et puis, nous avons aussi d'autres animaux comme les cachalots. Alors,
J'ai pas apporté de crâne de cachalot parce que c'est gros, mais un cachalot ici dans l'Atlantique, ça mesure entre 15 et 17 mètres de longueur. C'est un cétacé un peu spécial parce que le cachalot, lui, peut rester entre 1h30 et 2 heures sous l'eau en apnée. Et il peut plonger jusqu'à 1500-2000 mètres de profondeur. Hein, et pour se nourrir de calmar, je reviendrai un petit peu sur l'alimentation. Et des cachalots ici, on en a eu de temps en temps. On a eu à Trifon, qui était un cachalot qui venait tous les étés, qui s'est échoué sur l'île qui est en face de Rimouski, malheureusement, qui a été empiégé par les filets qui dérivent malheureusement. Sinon, on a des cachalots dans le golfe du Saint-Laurent et plus du côté de la Nouvelle-Écosse. On a l'île des Sables qui se trouve en face de l'île de la Nouvelle-Écosse où il y a une grosse concentration de cachalots parce qu'il y a un canyon sous-marin dans lequel les cachalots plongent à plus de 1000 mètres de profondeur pour capturer les calmars. Et sinon, à part ça, des cachalots ici, de temps en temps, ça s'échoue. De temps en temps, c'est un échouage tous les 10 ans à peu près dans le Saint-Laurent. Donc là, on parle du cachalot, puis il y a aussi autre chose. On fera une émission, nous avons le beluga, hein, bien sûr, qui est une espèce endémique, c'est-à-dire une espèce qui vit dans le Saint-Laurent à longueur d'année, ce qui n'est pas le cas des autres cétacés. Et puis, nous avons aussi un individu un peu spécial. On a un narval depuis 5 ans qui vit dans le Saint-Laurent. Et c'est un narval de l'Arctique. Hein. Il faut dire que le narval a habité le Saint-Laurent, mais il y a à peu près 10 000 ans, hein, 12 000 ans. Et ce narval vient de l'Arctique et maintenant il vit avec des belugas. Et je pense que d'ici quelques années, on va voir un hybride beluga-narval. C'est possible, c'est tout à fait possible, puisqu'il y a eu des hybrides connus justement au Groenland. Alors ici, on est dans une petite baie, une petite crique, qui est une plage d'échouage, en fin de compte. Nous étions dans le four tout à l'instant là, et là on est arrivé sur cette plage qui permettait aux baleiniers basques de dépecer la baleine. Alors il faut bien vous comprendre qu'il y a des marées ici. Il faut dire qu'on a 4 marées dans le Saint-Laurent, des très belles marées. On a 2 marées hautes et 2 marées basses. Et lors de la marée haute, ce que faisaient les baleiniers basques, ils apportaient le ou les cadavres de baleines. Ils l'échouaient ici avec la marée haute. Et avec la marée basse, ils avaient accès au corps de baleine. Alors, il faut vous dire qu'une baleine franche, ça mesure 15 mètres et ça pèse une centaine de tonnes. Bon, comme elle flotte, il n'y a pas de problème. Une fois qu'elle est échouée, il fallait la peler. Alors, pour la peler, c'est simple. On décrivait avec des espèces de harpons-lances, là. On découpait des lanières de graisse, des graisses qui atteignent entre 10 et 15, 20 cm d'épaisseur. On l'enlevait, donc on le pelait comme une banane, hein. On pelait la baleine et il y a quoi? Il y a 2 cm de peau et en dessous, il y a 15 à 20 cm de graisse. Et on l'emmenait comme ça sur la plage, on la tirait sur la plage, on l'emmenait vers le four et on le faisait fondre. Donc ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu peut-être des dizaines, voire des centaines de baleines franches qui ont été dépecées. Et probablement dans cette mer que nous voyons là, ici dans la plage, si on fait des plongées sous-marines, on risque de trouver des ossements de baleines et notamment les os tapaniques, c'est-à-dire les osselets, les os d'oreilles qui sont presque des cailloux. Et généralement on les trouve. Hein. J'ai travaillé sur des stations baleinières en Antarctique et c'est ce qu'on trouve le plus, c'est les osselets de baleines. Alors là, je vous ai apporté un fanon de rorqual le commun pour parler de l'alimentation. Alors bon, faut vous dire que les cétacés à fanon, baleines et rorqual se nourrissent de petits organismes. Hein. Alors généralement, ce sont des petits poissons ou ce sont des petites crevettes. Alors à titre d'information, un petit rorqual qui mesure à peu près 10 mètres mange à peu près entre 300 et 500 kilos de poissons par jour. Un rorqual commun qui pèse dans les 70 à 120 tonnes, ça mange à peu près 3 tonnes de poissons par jour. Et un rorqual bleu qui peut peser de 170 à 200 tonnes, ça mange à peu près 5 tonnes de crevettes par jour. Je parle bien de crevettes, qui est le krill, une krill qui est une sorte de crevette, 5 tonnes. Donc, vous allez imaginer qu'une baleine ne va pas manger crevette par crevette. Elle va manger elles vont s'attaquer à des animaux de petite taille qui vivent en banc de poissons ou en banc de crevettes. Et quand c'est comme ça, l'animal, une baleine bleue ou un petit rorqual, va ouvrir sa gueule sur le banc de poissons et hop, il va fermer sa bouche. Et dans la bouche,
la bouche va se gonfler parce qu'il y a des sillons ongulaires qui se trouvent ici le long du menton et ça va se gonfler. Et dans la bouche d'un rorqual bleu de 25 mètres, il y a 30 mètres cubes d'eau. 30 mètres cubes, c'est 30 000 litres d'eau. Et bien sûr, il va falloir évacuer cette eau qui est dans la gorge. Et pour ça, elle va bander ces sillons ongulaires et évacuer l'eau. Et pour évacuer l'eau, l'eau va passer à travers les lamelles de Fanon. Parce que les fanons, ce sont des plaques cornées. Alors, une baleine, à peu près, possède entre 400 et 1000 fanons dans la bouche, selon les espèces. Ces plaques, l'eau va passer entre les lamelles, comme ça. Et vous voyez, il y a des petits filaments ici qui vont trier le poisson, qui va filtrer le poisson, filtrer le krill, et l'eau va être évacuée de l'autre côté, comme ça. Et cette opération, c'est-à-dire une opération pour évacuer 30 mètres cubes d'eau, va durer quelques secondes. C'est très, très, très rapide. Et donc, voilà, donc ces animaux-là sont là pour se nourrir. Alors ici, on a beaucoup plus de poissons que de krill. Par exemple, dans l'hémisphère nord, les baleines se nourrissent principalement de poissons parce que le poisson est très abondant. Par contre, dans l'hémisphère sud, comme les eaux antarctiques, le poisson est beaucoup moins abondant et c'est le krill qui est abondant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des espèces se nourrissent de poissons, sauf une, le rorqual bleu. Le rorqual bleu, lui, se nourrit que de krill. Et on a une espèce de krill, un krill arctique, qui vit dans le Saint-Laurent, qui remonte jusqu'à justement fin août, début septembre, ça remonte dans le Saguenay, là. Enfin, le Saguenay du côté de Tadoussac. Et c'est pour ça qu'on a une arrivée de rorqual bleu dans le Saguenay, enfin dans la région du Saguenay. Alors, on va parler aussi des espèces qui sont ichthyophage, c'est-à-dire qui se nourrissent du poisson. Et là, j'ai apporté une dent de cachalot. Alors, les dauphins, les marsouins mangent du poisson. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cétacés ne boivent pas. Justement, j'ai oublié de vous dire ça, c'est qu'ils ne boivent pas parce que justement, pas comme nous, ils boivent directement avec la nourriture. Ils boivent l'eau qui est contenue dans la nourriture, mais ils boivent pas comme nous, on boit de l'eau. Alors, les cachalots et tous les cétacés à dents ne croquent pas, ne mâchent pas. Les dents sont de cette forme-là. Donc, leur but, c'est de avaler tout rond. On avale tout rond le poisson. Et donc, les dauphins, les marsouins attaquent les poissons et les avalent un par un et entièrement. Et les cachalots, c'est très spécial parce que le cachalot, lui, il est teutophage. C'est-à-dire qu'il mange que du calmar, du céphalopode. Et le cachalot, lui, il mange des calmars qui à peu près une quarantaine d'espèces de calmars différents selon les endroits où les cachalots vivent. Mais ils ont une spécialité, c'est qu'ils adorent les calmars qui dépassent les 5 mètres de longueur. 5 mètres jusqu'à peut-être des calmars de 30 mètres de longueur. Je vous dis pas. Ce qui est en train de se passer, c'est que dans le Saint-Laurent, enfin plus dans le golfe du Saint-Laurent, on a des calmars géants, des calmars qui peuvent faire entre 10-12 mètres de longueur. Petite anecdote, c'est les premiers calmars géants qui ont été capturés de manière certaine. Ce sont des calmars géants qui se sont échoués justement du côté du Labrador. Des calmars de 10 mètres, et c'est là qu'on s'est aperçu que le calmar géant, le kraken, le fameux kraken, ce n'était pas une légende, ça existe. Et on a des calmars géants qui vivent dans l'Atlantique Nord, on a des calmars géants au large du Japon, enfin un peu partout, à partir du moment qu'on a des fosses de 200 à 2000 mètres de profondeur. Et le cachalot, lui, il plonge à 2000 mètres de profondeur pour manger des calmars de 10 à 15 mètres. Petite anecdote aussi, c'est que on connaît pas tous sur ces calmars géants, parce que justement en Antarctique, on connaît le calmar colossal. Alors le calmar colossal, c'est une autre histoire. C'est-à-dire qu'on a trouvé des tentacules de calmars gigantesques dans les estomacs des cachalots capturés dans les eaux antarctiques. Et on a calculé que ces tentacules appartiennent à une espèce inconnue qu'on a appelée le calmar colossal. Et si on fait bien le calcul, ces tentacules appartiennent à des animaux qui dépassent les 20 mètres, voire 30 mètres de longueur. C'est le calmar colossal, on a capturé quelques-uns, mais on a capturé des juvéniles, des animaux de 5 à 6 mètres de longueur, mais on n'a pas encore capturé d'adultes. Et on pense qu'il y a des calmars colossaux qui mesurent plus de 20 mètres de longueur, qui sont la proie des cachalots dans les eaux antarctiques. Ici, on n'a pas ça du tout, mais on a des calmars géants, et c'est le menu de ces cachalots qui vivent ici dans le Saint-Laurent. Donc, on a des calmars, on a pas mal de calmars qui se promènent dans le Saint-Laurent. On a un canyon sous-marin qui part de
de l'océan Atlantique. Et c'est un chenal sous-marin, un canyon sous-marin qui fait 200-300 mètres de profondeur, qui longe le sud du Labrador, le sud de l'île d'Anticosti et qui se dirige vers Tadoussac, qui s'arrête net à Tadoussac. Et ce canyon sous-marin s'appelle le chenal laurentien. Et c'est grâce à ce chenal laurentien qu'on a toutes les baleines. Parce que ce chenal laurentien apporte des eaux à 4 degrés, qui apporte le phytoplancton et le zooplancton et qui attire tous les poissons. Et ce canyon rencontre un mur qui fait plus de 100 mètres, 200 mètres de hauteur. Et ça, ce qu'on appelle le upwelling, c'est-à-dire un courant sous-marin de profondeur qui arrive à la surface, qui attire qui apporte tous ces nutriments à la surface de l'eau. Et ça attire tous les poissons, ça attire les baleines parce qu'elles se nourrissent des poissons. Et c'est pour ça qu'on a en été toute une concentration de cétacés. Alors, on est toujours sur le Saint-Laurent, là. Et juste un petit mot sur l'avenir des baleines. Moi, personnellement, je pense que l'avenir des baleines est promoteur parce que pour différentes raisons. Déjà, dans les années 50, 60, 70, on a quand même sauvé pas mal d'espèces de cétacés. Le rorqual la bosse est protégé, le rorqual bleu est protégé depuis les années 60. Le commun maintenant, on ne chasse plus le rorqual commun en Islande depuis à peu près 3-4 ans. Les Japonais ne chassent plus du tout les baleines dans les eaux antarctiques. Et puis, baleine grise a été sauvée de l'extinction. Il y a quelques espèces de cétacés, ils sont sur le bord de l'extinction. Mais sinon, en règle générale, je dirais que l'avenir on a un très bel avenir pour les cétacés. Et puis moi, par rapport à toutes mes 40 années d'observation des cétacés dans le monde, je trouve qu'il y a de plus en plus de baleines. Par exemple, des rorquals communs, j'en vois tout le temps quand je vais en Antarctique, j'en vois tout le temps dans l'Arctique, j'en vois tout le temps en Méditerranée. Ici, j'en vois de plus en plus des rorquals communs, rorqual la bosse, c'est pareil. Les dauphins, maintenant, c'est des petites structures, des petits troupeaux. C'est peut-être, ils ont un petit problème, et si on les laisse tranquilles, je pense que l'avenir est quand même assez bon. En ce qui concerne le Saint-Laurent, moi, je suis aussi pour les croisières aux baleines aussi, parce que c'est bien beau de montrer des baleines à la télé, mais il y a deux choses entre la pratique et la théorie. La théorie, c'est bien, on voit des baleines à la télé, mais montrer aux gens des baleines en vrai, je pense que on fait des gens, des observateurs des baleines, on en fait des bons ambassadeurs de la vie. Et je pense que c'est primordial à faire connaître aux enfants, notamment à montrer à des enfants des baleines. Et ça tombe bien parce que dans le Saint-Laurent, on a plein de baleines. Pas besoin de prendre un bateau, on va sur le rivage, on va dans la baie et on voit des baleines qui se nourrissent des petits rorquals. À Forillon, on voit des rorquals à bosse le long des côtes, le long du rivage de Forillon. Si on va à Tadoussac, à Cap Bon Désir et tout ça, on a les rorquals communs, les rorquals bleus qui viennent se nourrir le bord du rivage. Donc oui, ici on a le bon endroit, le Saint-Laurent, l'estuaire du Saint-Laurent et le golfe du Saint-Laurent pour voir des baleines. Et les baleines sont très communes. Donc oui, on a de la chance, on vit avec les baleines et les baleines sont pas du tout, à mon avis, en voie de disparition. Alors on va terminer sur cette conclusion. On va continuer aussi sur autre chose puisque dans quelques jours, quelques semaines, on va faire un autre conférence sur le terrain, mais cette fois-ci on va parler des belugas, du Saint-Laurent et peut-être du narval, parce qu'on a un narval, il faut pas l'ignorer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a un narval dans le Saint-Laurent. Donc c'est ma conclusion. Tout est bien, vive la vie et puis à une prochaine. Merci.